Imaginons un instant, juste comme ça, qu'on vienne de s'offrir la voiture de course la plus perfectionnée au monde. Au genre le modèle ultime, là. Ouais, exactement. On a passé des semaines à optimiser l'aérodynamisme, à, je sais pas, calibrer les pneus au millimètre près. On connaît le circuit par cœur. Mais le jour de la course, on refuse catégoriquement de mettre de l'essence dans le réservoir. Bah du coup, ça va pas aller bien loin, cette histoire. C'est complètement absurde, hein. Et pourtant, en y repensant, c'est exactement, mais au mot près, ce que la plupart d'entre nous faisons avec notre cerveau tous les jours. Surtout, tu sais, quand le fameux coup de barre de 14 heures frappe. Ah oui, le fameux brouillard de l'après-midi. C'est une super métaphore, en fait. Et c'est vraiment, on va dire que c'est l'angle mort de presque toutes les stratégies d'efficacité modernes. Grave. Parce qu'on en a parlé lors de nos explorations précédentes, on sait maintenant comment isoler une priorité, notre fameux highlight quotidien. C'est ça. Et on a vu comment bloquer les distractions avec le mode laser. Voilà. On a vraiment traité notre capacité d'attention comme un simple logiciel. Genre, il suffirait de faire la bonne mise à jour, d'installer la bonne méthode et hop, Sauf qu'on oublie complètement l'infrastructure physique derrière, le matériel qui fait tourner ce logiciel, quoi. le corps. Et c'est là que le bas blesse. Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir un agenda parfaitement protégé, vraiment la forteresse, si c'est pour s'effondrer de fatigue sur son clavier au beau milieu de l'après-midi? Absolument à rien. Quand on n'est même plus capable d'aligner deux idées claires. Et donc c'est là qu'on aborde cette fameuse notion d'énergie. Pour protéger cette bulle de concentration, paradoxalement, faut arrêter de penser uniquement à son cerveau. Ouais, il faut redescendre d'un étage, en fait. Se reconnecter à la machine tout entière. Parce que la relation que le monde professionnel moderne entretient avec notre propre biologie, franchement, elle est complètement dysfonctionnelle. Ah, ça c'est clair. Il y a d'ailleurs une idée terrible mais tellement révélatrice dans nos sources aujourd'hui. Ça vient de Sir Ken Robinson, je crois. Oui, tout à fait. L'idée que, pour une grande partie de notre société actuelle, le corps humain, il est juste perçu comme un simple moyen de transport pour la tête. J'adore ce passage, ça m'a fait tellement rire. On serait juste une sorte de trottinette de chair, tu vois. Une trottinette, c'est exactement ça. C'est fou quand on le formule comme ça. On a érigé l'intellect sur un piédestal tellement haut qu'on a fini par amputer tout le reste du corps. Mais c'est tellement vrai. Et le pire, c'est que cette séparation, cette fracture totale, elle commence pas avec le premier contrat de travail, hein. C'est un conditionnement hyper profond qui débute direct sur les bancs de l'école. Ah bah oui, les fameux cours de maths contre les cours de gym. Voilà. D'un côté, on développe l'esprit, avec les sciences, la littérature, tout ça. Et là, l'immobilité stricte est exigée, tu vois. C'est même récompensé de ne pas bouger. Sois sage et tais-toi, en gros. Exactement. Et de l'autre côté, complètement relégué et cloisonné, t'as le corps. Avec la petite heure de sport par semaine ou la récréation. Ce sont littéralement deux univers parallèles qui sont pas censés se croiser. Et alors, quand on arrive dans le monde de l'entreprise, cette fracture, ça devient un gouffre béant. Le cerveau, il est surstimulé en permanence, gavé d'infos. Et le corps, lui, c'est devenu une nuisance. Une nuisance qu'on essaye de faire taire, ouais. C'est ça. S'il a faim, s'il a mal au dos, s'il est crevé, on perçoit ça comme une défaillance technique. Un truc à régler avec un café de plus en plus fort. Devant nos écrans, on devient presque de purs esprits désincarnés. Et c'est une illusion d'optique hyper dangereuse. En fait, pour comprendre pourquoi ce modèle-là nous épuise autant, nos notes nous ramènent à un concept de base en biologie de l'évolution. Ça introduit un personnage super parlant. Oh oui, le fameux ancêtre chasseur-cueilleur. Voilà. Appelons-le Urk, pour simplifier les choses. D'accord. Bonjour, Urk. La biologie de Urk, sa physiologie et surtout sa neurologie, elles se sont forgées sur des centaines de milliers d'années, dans un environnement où, très clairement, la survie dépendait du mouvement. Ouais, il devait marcher, pister des animaux, fuir des prédateurs. C'est ça. Le mouvement, c'était la vie. Attends, je te vois venir avec Urk, là. On va pas nous expliquer qu'il faut, je sais pas, retourner dans les bois, chasser son propre repas avec un bout de bois pour retrouver un peu de clarté mentale quand même, hein? Ah non, rassure-toi. Parce que honnêtement, mon boss risque de pas trop apprécier le concept. Non, bien sûr que non. L'idée, c'est pas de faire du cosplay paléolithique, hein, ni de rejoindre un camp de survie extrême. Ce qu'il faut vraiment retenir de Urk, c'est le mécanisme biologique qui est toujours en nous. D'accord, c'est-à-dire? Pendant toute notre évolution, le mouvement physique, c'était le signal envoyé au cerveau pour lui dire d'être alerte. Quand Urk bougeait, ça voulait dire qu'il chassait ou qu'il était chassé. Donc son cerveau devait être à son niveau maximum de vigilance. Ah, ok. Maximum de créativité et de résolution de problèmes en temps réel, du coup. Exactement. Et à l'inverse, quand Urk était immobile, c'est qu'il était en sécurité. Dans sa grotte, près du feu, le signal envoyé au cerveau, c'était super clair, le danger est écarté, tu peux te mettre en veille et conserver ton énergie. Ah, waouh. Attends.
Ok, décortiquons un peu tout ça, parce que c'est monumental comme réalisation. C'est fou, hein? Mais de fou. Ça veut dire que, concrètement, moi, quand je suis affalée sur ma super chaise ergonomique, depuis 6 heures à essayer de résoudre le problème le plus complexe de ma semaine, bah, mon immobilité envoie chimiquement le signal à mon cerveau que je suis en sécurité dans une grotte et qu'il est l'heure de dormir. C'est exactement ce qui se passe. Notre mode de vie sédentaire, tu vois, figé devant des pixels sous une lumière complètement artificielle, c'est une anomalie neurologique totale pour notre corps. C'est un contresens. Totalement. On exige de notre esprit qu'il soit dans un état de performance extrême et en même temps on donne à notre corps le signal physiologique du sommeil. C'est un conflit biologique majeur. Et c'est ce conflit-là qui génère le fameux brouillard mental de 15 heures. Tout à fait. C'est fascinant de voir ça sous cet angle. En fait, le manque de concentration, c'est pas un manque de volonté. Moi qui me culpabilisais tout le temps, c'est juste une réaction biologique normale à un environnement qui n'est pas du tout adapté. Absolument. Ton cerveau fait ce pourquoi il a été programmé. Mais du coup, puisque la cause est physique, la solution doit l'être aussi. Faut réintroduire le mouvement. Sauf que, et là je vais me faire l'avocate du diable, nos agendas, ils explosent déjà de partout. C'est vrai, c'est la réalité de tout le monde. Si on regarde nos listes de trucs à faire interminables, l'idée de devoir rajouter genre une séance de CrossFit d'1 heure en sortant du bureau, franchement, c'est la goutte d'eau, c'est l'anxiété assurée. Les concepts les plus libérateurs qu'on trouve dans nos sources, c'est une règle vraiment toute simple. Ne pas jouer au héros. Ah, ça me va bien ça. Ouais, il faut surtout pas se mettre à s'entraîner pour un marathon du jour au lendemain. La culture populaire du fitness, elle nous a un peu lavé le cerveau là-dessus. Totalement. Le fameux no pain, no gain. On nous fait croire que si on finit pas en sueur, au bord du malaise, avec des courbatures pendant 3 jours, l'exercice, il compte pas. On nous vend la souffrance comme l'unique monnaie d'échange pour avoir de l'énergie. Sauf que les données cliniques, que ce soit en neurosciences ou en physiologie, elles montrent une réalité totalement différente quand on parle d'énergie mentale. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elles disent? Elles montrent que les pécutis majeurs sur la chimie de ton cerveau, genre la libération d'endorphines, la baisse du cortisol qui est l'hormone du stress, tout ça, ça se déclenche après seulement 20 petites minutes d'activité modérée. Attends. On est bien d'accord là? Juste 20 minutes. Pas de sprint, pas de fonte à soulever jusqu'à pleurer. C'est juste 20 minutes d'un mouvement qui élève légèrement ton rythme cardiaque, c'est tout. Parce que le but ici, il n'est pas biomécanique. On cherche pas à gonfler un muscle ou à battre un record olympique, tu vois. On cherche à nourrir le logiciel, si on reprend la métaphore. Voilà, le but est neurochimique, on cherche à libérer un truc qui s'appelle le BDNF, c'est le facteur neurotrophique issu du cerveau. En gros, c'est une protéine qui agit littéralement comme un engrais pour nos neurones. Un engrais pour le cerveau. Ouais, ça favorise la création de nouvelles connexions et ça répare les cellules endommagées par le stress. Et la bonne nouvelle, c'est que cette production, elle démarre hyper rapidement dès qu'on s'active un peu. Donc, si je comprends bien, une session intense d'1 heure et demie, c'est pas forcément mieux pour la concentration qu'une petite session de 20 minutes. En fait, d'un point de vue purement intellectuel, une session trop intense peut même être contre-productive sur le coup. Ah bon? Bah oui, si tu épuises ton système nerveux central avec un entraînement extrême, tu vas ressentir une grosse fatigue profonde juste après. Ton corps voudra récupérer. Pour préserver ton attention, l'approche modérée, c'est vraiment redoutable d'efficacité. C'est fou. Et puis, faut être honnête, une habitude de 20 minutes sans souffrance, c'est infiniment plus facile à maintenir sur la durée. C'est la fameuse constance qui prime sur l'intensité. On retrouve ce principe partout, mais là, ça prend tout son sens. Surtout que le boost d'énergie qu'on a avec ces 20 minutes, il dure en gros une journée entière, c'est ça? C'est exactement ça. Ça dure à peu près une journée. Ce qui veut dire que c'est 100 fois plus stratégique de bouger un tout petit peu tous les jours, plutôt que de se punir pendant 2 heures le dimanche et de rester scotché à sa chaise le reste de la semaine. Voilà. Il s'agit de créer une boucle à rétroaction positive au quotidien. Et du coup, ça nous amène à une question super pratique. Laquelle? Si on n'a besoin que de 20 minutes d'activité modérée, quelle est la méthode la plus universelle, la plus gratuite et la plus naturelle pour y arriver? Sans équipement, sans abonnement, sans même devoir se changer en tenue de sport, c'est la marche, non? Le simple fait de battre le pavé. Il y a une phrase incroyable dans nos recherches qui m'a fait m'arrêter net. C'était « Nous sommes nés pour marcher ». Et c'est tellement puissant. On a tendance à l'oublier, mais d'un point de vue purement évolutif, la marche debout, la bipédie, ça a précédé le développement de nos gros cerveaux. C'est un fait paléontologique majeur, ouais. Notre cerveau, il s'est pas développé pour ensuite se dire « Tiens, ce serait sympa de se lever sur 2 pattes ». C'est l'inverse complet. C'est parce qu'on s'est levé que le cerveau a grandi. Exactement. Parce que la marche chez bipède exige une coordination motrice qui est incroyablement complexe. Faut maintenir l'équilibre tout en naviguant dans l'espace. Du coup, notre boîte crânienne, elle a dû se développer pour traiter toutes ces nouvelles données en temps réel.
Le cerveau humain, par essence, c'est le produit de la marche. Et c'est là qu'on réalise le contraste complètement dingue avec notre réglage par défaut d'aujourd'hui. Actuellement, le mode automatique de la société, c'est le transport motorisé. Ah oui, sans aucun doute. Dès qu'on a plus de 500 mètres à faire, le premier réflexe, c'est de chercher les clés de la voiture, de commander un Uber ou de courir vers l'arrêt de bus. On a évacué la marche de notre quotidien, soi-disant au nom de la sacro-sainte efficacité. Sauf qu'on pensait gagner du temps, au final on s'est amputé d'une source de maintenance fondamentale. Les études d'Harvard ou de la Mayo Clinic qu'on a consultées, elles sont unanimes là-dessus. Elles disent quoi, en gros? Que la marche, c'est pas juste un moyen de locomotion un peu lent, quoi. C'est un mécanisme global de régulation de tout ton organisme. Ça renforce la densité osseuse, ça abaisse la tension, ça diminue les risques cardiovasculaires. C'est limite un médicament? Certains scientifiques décrivent ça comme la drogue préventive la plus miraculeuse au monde, avec zéro effet secondaire en plus. Bon, après, au-delà de la cardio ou des os, ce qui nous intéresse vachement ici, c'est l'impact direct sur la productivité, la clarté mentale de notre journée. Comment le simple fait de mettre un pied devant l'autre, ça nettoie le cerveau. Qu'est-ce qui se passe concrètement sous le capot? Il y a plusieurs mécanismes fascinants, mais le plus puissant, c'est ce qu'on appelle le flux optique. Le flux optique. Ouais. En gros, quand tu marches en extérieur, le paysage défile de chaque côté de ton champ de vision. Les arbres, les bâtiments, les gens, tout ça passe de l'avant vers l'arrière de ta vision périphérique. Ok, je vois très bien l'effet. Eh bien, ce mouvement visuel continu, il envoie un signal très spécifique à l'amygdale. Et l'amygdale, c'est le centre de la peur et de l'anxiété dans le cerveau. Ah, c'est un peu le détecteur de fumée de notre esprit, en quelque sorte. C'est une super image. Et le flux optique apaise littéralement ce détecteur de fumée. C'est un mécanisme de survie basique. Si tu avances de manière fluide dans un paysage, c'est que tu n'es pas paralysé par un prédateur. Donc le danger est géré. Voilà. Et en calmant l'amygdale, tu libères ton cortex préfrontal, qui est la zone de la réflexion complexe et de la planification. Et un autre truc, le mouvement alterné pied gauche, pied droit, favorise la communication entre les deux hémisphères du cerveau. D'accord, d'où l'effet de clarté. C'est l'état optimal pour laisser l'esprit vagabonder de manière constructive et résoudre des problèmes en tâche de fond. C'est ce qu'on appelle activer le réseau du mode par défaut. Ah, mais ça explique tellement de choses. C'est pour ça qu'on a toujours, mais toujours, nos meilleures idées en marchant ou en prenant notre douche, et jamais, au grand jamais, quand on est crispé devant un tableau Excel. C'est physiologique. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote géniale dans nos notes. Ça concerne Z, tu te rappelles? Oui, oui, Il bossait à San Francisco. oui, oui. Quand ses bureaux ont déménagé, c'est ça. À un moment donné, ses bureaux ont déménagé à un peu plus de 5 km de chez lui. C'est une distance assez classique pour des trajets urbains. Oui, mais là où n'importe quel pro un peu pressé aurait directement cherché l'itinéraire de bus le plus rapide ou négocié une place de parking hors de prix, Gésé a pris une décision hyper radicale. Il est allé à pied. Il a décidé de faire ses 5 km à pied, mais tous les jours. C'est une vraie trotte, on parle de presque 1 heure de marche par trajet, mine de rien. C'est un vrai engagement. Et le paradoxe absolu de cette expérience, c'est ça le plus fou. Bien que ce trajet lui prenait objectivement beaucoup plus de temps, physique que s'il avait pris la voiture, il a rapidement eu cette sensation psychologique de gagner du temps dans sa journée. Et c'est vraiment le cœur de la démonstration. Pourquoi est-ce qu'il a ressenti ce gain paradoxal? Parce qu'il faut analyser la nature même de ce temps. C'est-à-dire? Dans un bus bondé ou dans les bouchons, le temps de trajet, c'est un temps mort. T'es passif, en attente, souvent frustré et soumis au stress extérieur. Mais en marchant, ce temps est devenu un espace mental libéré et surtout actif. Il utilisait ce fameux flux optique et ce mouvement bilatéral pour structurer sa pensée, du coup. Exactement. Il laissait son cortex préfrontal faire le grand tri. Il préparait mentalement la priorité de sa journée. Les idées, elles se mettaient en place toutes seules, naturellement. Donc le résultat, c'est que quand il franchissait la porte de son bureau, il n'avait plus besoin de cette espèce de demi-heure de zone zombie à errer près de la machine à café pour émerger. Il était déjà intellectuellement échauffé, serein, oxygéné et prêt à plonger direct dans son travail. C'est presque de l'alchimie en fait. Transformer un temps perçu comme une corvée pure, le trajet en un temps de super haute qualité. Mais bon, soyons réalistes une petite seconde. Je t'écoute. Tout le monde n'habite pas à San Francisco. Et tout le monde n'a pas la possibilité géographique de marcher 1 heure le matin, ni le luxe de le faire. Comment on applique ce principe de friction volontaire quand on habite à 20 km de son boulot? C'est là toute l'intelligence de cette tactique. Elle est hyper malléable. Il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais juste d'injecter des petites doses de difficultés physiques dans ton quotidien. Des exemples? Si tu prends les transports en commun, la technique de base, c'est de descendre 1 ou 2 arrêts avant ta destination finale.
et de finir à pied. Ouais, classique mais efficace. Et si on est absolument obligé de prendre sa voiture, genre pas le choix. Dans ce cas, tu modifies ton comportement sur le parking. Au lieu de tourner en rond pendant 10 minutes pour espérer dégoter la place située à 2 mètres de l'entrée, ce qui te génère du stress en plus. Et de la frustration quand quelqu'un te la pique. Exactement. L'astuce, c'est de choisir délibérément de te garer le plus loin possible, aux confins du parking. Tu transformes un inconvénient spatial en une opportunité ciblée. Ces 5 minutes de marche supplémentaires, ça devient ton sas de décompression. Le vrai déclic dans tout ça, je crois, c'est vraiment le changement de perspective. On réalise que bouger son corps, c'est pas du tout un truc de plus à faire sur une to-do list déjà blindée. Non, surtout pas. Mais si on comprend le mécanisme biologique, on réalise qu'investir ces 20 minutes dans la marche, c'est en fait acheter du temps de qualité pour le reste de la journée. C'est un investissement avec un rendement immédiat en fait. Totalement. Parce qu'on récupère largement ces 20 minutes dans l'après-midi, on évite ce moment horrible où on relit la même phrase d'un email 4 fois de suite sans rien y comprendre. On transforme un temps qui aurait été gaspillé par la fatigue en un temps de pleine capacité intellectuelle. Et ça prouve, de manière empirique, à quel point la séparation originelle dont on parlait au tout début de l'école et de l'entreprise, à quel point elle est fausse. Complètement fausse. Le corps et l'esprit, c'est pas deux entités rivales qui se tolèrent. Ce n'est pas le pilote et sa voiture. C'est un seul et unique écosystème en symbiose totale. Cesser de lutter contre notre propre biologie, c'est la stratégie de productivité la plus intelligente qu'on puisse adopter aujourd'hui. C'est vrai. Et le but de tout ce mouvement, de ce retour aux sources, au final, c'est pas d'avoir de l'énergie pour courir dans tous les sens comme des hyperactifs, c'est d'avoir la vitalité silencieuse et la clarté nécessaire pour prêter une attention véritable à ce qui compte. Exactement. Si on devait tirer un fil conducteur de toute cette discussion pour protéger notre attention, le geste le plus radical, le plus subversif presque face à la technologie actuelle, c'est pas de télécharger une énième appli de gestion du temps boostée à l'IA. Non, ça on oublie. C'est juste de mettre ses chaussures, d'ouvrir la porte et d'aller marcher pendant 20 minutes. La technologie la plus avancée pour notre cerveau, c'est l'évolution elle-même en fait. C'est tout à fait ça. Mais, et c'est un point important, il faut bien avoir conscience que ce besoin viscéral de mouvement, ce réveil de notre ami Urk le chasseur-cueilleur, c'est que la première étape. Ah oui, c'est juste la fondation pour recharger les batteries. Voilà, parce que cette machine complexe, elle ouvre plein d'autres chantiers essentiels, comme la manière dont on choisit les nutriments pour faire tourner ce moteur, ou la façon dont on le laisse récupérer. Mais pour rester sur la marche, ça soulève une réflexion finale qui donne un peu le vertige. Vas-y, je suis prête. Si le simple fait d'utiliser nos deux jambes, notre mode de déplacement le plus archaïque et le plus ancien de notre histoire, se révèle être la solution la plus sophistiquée à notre épuisement cognitif moderne. Ouais. Quelles autres commodités technologiques que nous considérons aujourd'hui comme des progrès absolument indispensables sont en réalité en train de drainer silencieusement notre attention et notre vitalité au quotidien? Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.